RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Alors, bozola na biso boza partout, boza na Mbujima et na Kananga, na Mbandaka, où le chef de l'État doit passer le temps, barozala kuna pona cadre à 9e conférence, il y a gouverneur Nyonso, bazola na biso place bazami, ministre intéressé à komi, gouverneur ya ndenge na ndenge, même gouverneur à Kinshasa Gentini Ngobila, aza déjà na niveau ya Mbandaka, uti bituka na bituka, topesi bangombo te bazola na biso na Bikoro, boza na Wendy Saint-Cri mote na bino, boza na Lodja na Lomé. Mais il y a des amis qui nous suivent également depuis Uvira, Bozona Goma, Bozona Lubumbashi, Topesibino Mbote, na Londres, partout, à travers toute la République, l'Afrique et le monde. Bozona na Canal Plus, nous sommes en direct. TVza Radio, t'es sur le réseau social également, sur Facebook et YouTube. Nous sommes en direct. L'invité est connu, je vous avais déjà signalé que nous allons recevoir Monsieur Lambert Mende Omalanga, député national, président national de la CCU et PCA des lignes maritimes congolaises. C'est avec lui que nous allons avoir échange et aller long et vous allez important. J'aimerais à ce que Batonio Sobalandaye avec beaucoup d'intérêt parce que je poserai des questions importantes. Alors il faudra aussi attendre explication hier au PESA. Quelles sont les explications valables par rapport à toutes ces questions? Et ça, question de l'air, et ça, question à Mbokanabiso. Nous devons écouter, nous devons suivre et comprendre. Monsieur Lambert Mende, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, avant peut-être d'entamer l'échange d'Abisso, il y a toujours l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Exact. Au-delà, il y a fort au gouvernement congolais à Sali. Bokendagi na Angola, Bokendagi na Nairobi, malgré cette bonne foi, malgré des multiples décisions, malgré avertissements, tout ce qu'on a donné comme sommation, tout ce qu'on peut qualifier ici, mise en garde, des alertes, tout ce qu'on a donné, ça n'a pas tenu. Les M23 continuent à s'entêter. Ils vous répondent par une réponse négative. C'est-à-dire, il faut binobo tempérer nabango. Et ils ne veulent pas céder de ce qu'ils qualifient d'intimidation. On a organisé des réunions, nous n'avons pas pris part. La réunion n'a été pas considérée. Donc, tout ce qu'on a pris comme décision ou mesure là-bas ne nous concerne pas. Comment en finir avec les M23? Il faudra continuer à négocier. Est-ce qu'il faudra contourner? Parce que le chef de l'État lui-même avait dit que la première option, c'était bel et bien la diplomatie. Et que ce qui est diplomatie est simbité de courir dans moyen moussous pour corriger l'ennemi. À l'heure actuelle, quelle est l'attitude que le Congo doit adopter face à ce genre? Dans la question que vous posez, il y a déjà des prémices de réponse. Puisqu'on parle du M23, puis on parle de diplomatie. M23 qui est supposé être un groupe armé congolais, comme il se présente. Mais est-ce qu'on parle de diplomatie? Est-ce que le Congo peut engager des négociations diplomatiques avec lui-même, avec des Congolais? Je ne crois pas. On engage des négociations diplomatiques avec un pays tiers, un pays étranger. Donc vous, comme moi, comme l'ensemble de vos téléspectateurs, nous savons que le M23, c'est une fiction qui a été créée par un think tank rwandais, que nous connaissons tous, le Congo-Desk, pour habiller une agression militaire caractérisée du Rwanda contre la République démocratique du Congo. C'est pourquoi à chaque fois que nous parlons de ces atrocités commises par le M23 et de la nécessité d'y mettre fin, nous abordons la question sous l'angle diplomatique, parce qu'il s'agit en réalité de mettre fin à l'agression d'un pays étranger, le Rwanda, avec derrière lui tous ceux qui convoitent les richesses congolaises et qui donnent des armements à cette principauté militaire qui s'est érigée à l'est de notre pays et que nous ne pouvons pas faire disparaître d'une chiquenaude. Il faut négocier
diplomatiquement, parce que le Rwanda ne disparaîtra pas, le Congo non plus ne disparaîtra pas, quoi qu'en pense le président Kagame et son régime. Donc c'est un problème du Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo, et que le président Tshisekedi a eu raison de chercher à résoudre primordialement par une négociation, parce que c'est comme ça qu'on met fin à des conflits interétatiques. Parce que cette guerre qui est à l'Est n'est pas une rébellion interne, ce n'est pas une mutinerie au sein de l'armée congolaise, c'est une agression d'un pays étranger indépendant, le Rwanda, contre un pays indépendant, la République démocratique du Congo. Donc nous sommes en guerre, une guerre d'agression. C'est pourquoi nous utilisons et les moyens diplomatiques et les moyens de défense militaire qui sont à notre disposition pour défendre l'intégrité de notre territoire. Mais moyen parce que l'émission est à Lingala, mais cela n'empêche, si vous êtes en mesure de répondre à une question en français, je ne peux pas vous tenir rigueur cela. Mais tout la diplomatie, c'est ce que nous sommes en train, où nous continuons à appliquer ou à procéder par la diplomatie, mais en même temps, toujours qu'il dépend d'option à guerre. Mais l'option militaire, tout ce la résolution, il y a Luanda, la résolution, le qui biso va trouver ça la guerre. Les alliés de force régionale, des balinga qui va attaquer Bango. Mais pourquoi on n'arrive pas à appliquer toutes ces mesures prises lors de cette conférence de Luanda? Parce que le M23 n'a pas cédé. L'ultimatum s'est soldé nullement un résultat favorable. La moindre des choses, les alliés qui sont cité en contrepartie, la force régionale avec la MONUSCO, accompagnée bien sûr avec notre armée, devait mettre tout ce qu'il faut comme moyen militaire pour régler la situation, mais on n'arrive pas à le faire. Je crois que nous avons là un problème d'éléments de langage, hein, vous et moi, parce que vous parlez du M23. Moi, je ne vois pas le M23 parce que je ne vois pas où il existe. Je vois le Rwanda. Il y a des militaires rwandais qui sont en République démocratique du Congo, qui utilisent bien sûr certains supplétifs congolais, mais fondamentalement, basiquement, tout ça, en face, il y a une agression étrangère du Rwanda. Donc quand vous parlez M23, moi je lis dans la réalité le Rwanda qui est en République démocratique du Congo. Donc là, vous avez des résolutions au Yezoamaki na Luanda, misusu au Yezoamaki na Nairobi, oyo na katia ba instance, na katia ba instance internationale ou régionale ou sous-régionale wana, tozali na kati, Rwanda pesa na kati. Donc, c'est une situation assez délicate, sensible, où ces pays qui doivent intervenir ont par ailleurs des intérêts propres à eux, qui les lient parfois na Rwandais en agresseurs et qui les amènent parfois à moduler leur réaction, mais fondamentalement l'explication qu'ils donnent, parce qu'on a parlement, explication, c'est qu'il faut le temps de déploiement. Il y a corps expéditionnaire wana pour Eutasoki Burundi, Eutasoki Uganda, Eutasoki Kenya, pour bakoma et panabiso, nombre bazouaka, peut-être 1000 éléments. Peut-être que Otangi Baoyo Bakumi, Sikoyo par exemple, la quartier général na Bango, na Goma, et Kokina nous-mêmes moitié était. Donc il faut bazala déjà au complet. Mais ça c'est explication officielle au Bapesaka. Mais un bon géopoliticien comprendra que Mbokawa na bazape na ba intérêt na Bango. Nakanisi Charles de Gaulle nde alobaki, les États sont des monstres froids, au bazana baningate, ils n'ont que des intérêts. Peut-être que bazana na intérêt, oyo bazalina, oyo agresseur principal, oyo zalelo Rwanda. Nous devons comprendre cela et comprendre que la pression décisive, déterminante, et cause la pression oyo biso moko ba congolais tokotia pona ko sukisa agression. Ça dit, vous avez toujours été d'avis qu'on fasse la guerre au Rwanda? Faire la guerre après avoir constaté l'échec des voies diplomatiques. La préférence, en tout cas, c'est que on puisse, un bon général, c'est un général qui sait gagner en tirant le moins de coups de feu que possible. Et c'est en cela que le président Tshisekedi est un bon chef de guerre. Il faut vraiment minimiser les pertes.
C'est très important. Alors, beaucoup de gens ont minimisé ou bien ont critiqué l'armée, parce que même s'il faut faire la guerre face au Rwanda, il faut attaquer tous les mouvements illégaux au niveau est, il faut avoir une armée réformée, une armée équipée. Exact. Aux Alana-Batubélé, on avait ce serait problème ici, la République démocratique du Congo, telle enseigne que il y a eu beaucoup de plaintes, manifestations à la population. Le gouvernement s'est plaigné du fait que Moya Somba Mindu Kezalité, ce combat ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis Kabila. Tshisekedi aussi a hérité ce même combat. Le refus, avant d'acheter les armes, il faudra notifier. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de mettre fin à la procédure et à la notification. C'est-à-dire ça permet aujourd'hui à notre armée et à notre gouvernement de s'acheter des armes pour équiper l'armée. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une victoire diplomatique ou c'est la France par exemple, qui a beaucoup aidé pour que cette décision tombe? Que la France ait aidé, qu'elle n'ait pas aidé, je crois qu'ils sont 5, on appelle les Big Five. Okay. La France, le Royaume-Uni, la Chine, les États-Unis et ils sont 5 au Conseil de sécurité à avoir un droit de veto, et la Russie. Et donc aucun d'eux n'a levé un veto et donc on a pu obtenir cette levée de décision. C'est un tournant majeur dans la situation qui est en train de nous endeuiller à l'est de notre pays. Et il faut saluer la diplomatie du président Félix Tshisekedi. Parce que cette procédure de notification, je l'avais dit au cours d'un de nos entretiens précédents, était un redoutable traquenard. D'abord, elle nous faisait perdre un temps précieux pour acquérir des armements, parce que ce n'est pas tous les armements que nous pouvions présenter comme liste à notifier qui pouvaient nous être autorisés à l'acquisition. Mais deuxièmement, cette notification permettait des indiscrétions, permettait des fuites d'informations vis-à-vis même du pays agresseur, dont nous connaissons l'infiltration dans les circuits de chez ceux auprès de qui nous devions faire la notification, c'est-à-dire les Nations Unies à travers son comité de sanctions. Donc vous ne pouvez pas avoir un adversaire, Oyazakwa, Greseyo, Bongoyo, Ozalana, chaque fois yé a koki kosomba mandoki ndenge alingi, mais yo soki olingi osomba mondoki pour se défendre contre l'agression azako sala yo, il faut yé ayeba. Donc c'est une situation d'embargo qui ne disait pas son nom. Donc c'est une très grande tournure que prennent les choses, que prennent ces situations aujourd'hui, avec ce retrait de la procédure obligatoire de notification. La République démocratique du Congo, à travers ses forces armées, pourra maintenant acquérir les armements dont elle a besoin sans avoir à informer l'ennemi qui est en train de l'agresser. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Et je suis sûr que c'est un tournant important. Le gouvernement congolais, vous allez sur la région à Kolobate, que Basoda Baza suffisamment outillé sur le plan de munitions, puisque l'autorisation est donnée, ça pourra permettre à nos militaires de s'organiser, à faire des assauts à chaque fois si les besoins se présentent. C'est un des aspects des résultats de ce à quoi le président, le gouvernement, la diplomatie congolaise sont arrivés aujourd'hui. Encore faut-il que les armes, il faut savoir que les armes ne s'utilisent pas elles-mêmes. Il faut des hommes pour utiliser les armes. Et donc, il faut que nous arrivions à former du sang neuf pour notre armée. Et je salue l'initiative que le président a prise de pouvoir appeler à une forte mobilisation de nouvelles ressources humaines au sein de l'armée. Ces jeunes qu'il est allé voir au Congo central, qui sont en formation là-bas, et ces jeunes qui continuent à exprimer leur volonté d'adhérer, de prendre pied au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Le Congo n'est plus un pays avec nos 9 frontières, avec cette convoitise dont nous faisons l'objet auprès de certains nombres d'autres puissances étrangères qui puissent se contenter d'avoir une armée de 100 000, 150 000 hommes. Non, nous devons aller plus loin que ça. Avoir vraiment une armée suffisante. Bon, je ne dirais pas le nombre. Je ne suis pas un spécialiste militaire, mais ça va dans ces niveaux-là, qui puissent servir
c'est matériel qui va arriver maintenant, parce que la loi de programmation militaire, nous l'avons libérée, et elle va donner à l'armée et au personnel militaire que l'armée va recevoir des moyens qui sont à la dimension des dangers que le Congo est en train d'affronter aujourd'hui. Très bien. Une victoire au Congolais, peut-être au éviter, dans le langage et à péter. Tozala qui n'a pas si à pour na kosomba mindu kimboka na biso bitumanias tozo bunda na est attaque tozala qui na volonté à koloba ke toko bunda na banguna toko benga na bango mais pour na o etali mandoki toko rai ko banda bitumba pe si la biso na nzela pambate esika ya kozwa mandoki muso ezala kite soki bolingi bosomba ba pesa ki biso obligation esengeli to notifiaka pote bango batala soki ekoleka to ekoleka te mais mokonzi ya mboka abundi na kati ya likambo wana ba Congolais ndenge na ndenge babundi yo bundi ngana bundi ndeko mende ya bundi bato nyonso batie maboko na pat po ezalaki suwe ya ba Congolais nyonso lelo ndenge toza koloba bakwe isi mobeko wana mboka na biso ekoki kosomba minduki ndenge yango moko elingi na tango tolingi quantité ope tolingi donc tolingi koyoka suna matoi na biso te gouvernement bisa biso ke toza na manduki te pamba te ba 16 milliards ya ba budget o balobaki bakoki ko allouer vraiment moi montant et belé ndenge alobi makambo ya programmation après permettre basoda na biso bazwa ebele ya mandoki pona kobunda kasi bakoka pe ko s'organiser tozala pe na bato ebele na rejoindre na likambo ya enrôlement mokonzi mboka asengaki na bato bakota na kati ya armée bilenge tokotinda bino bao bazana makasi selon tranche d'âge ezali recommandé bakende kokota po te babatela ekolo na biso. Je pense que kozala malamu pona mikolo ezali koya. Alors monsieur Lambert Mende, parce que il s'agit de la vigilance prônée par le chef de l'État. Asangi ba Congolais bazala vigilant, mobilisons-nous justement pour te protéger Mboka derrière FARDC. Votre frère, un Congolais aussi, Justin Bitakwira, dans la même logique, en croire c'est dire, et rester vigilant par rapport à la demande d'un chef de l'État. Il sensibilise, il mobilise, il protège, il essaye de réveiller un peu notre population du côté à Ouvira. Mais il a été mal compris, selon lui, la sanction est quoi? La sanctionner na l'Union européenne. Yomo propose à la sanctionner à l'époque. Heureusement pour vous, parmi l'Oya Bato ba sanctionner, vous êtes des rares où la sanction. Pourquoi on sanctionne Bitakwira? On lui reproche qu'il y a un balangage moko, incitation à la haine et le reste. Est-ce que ce n'est pas une manière de coloniser encore le Congolais moralement ou de freiner l'élan? Il y a conscience au chef de l'État à lobby. Comment aux Ozoa, sanctions à chaque fois qu'on sanctionne des leaders congolais, et ça règlement de compte, ce sont des sanctions politiques justement pour affaiblir bravo il y a Congolais autour il y a unité pour sauver le pays. Pour le cas par exemple de Justin Bitakwira et votre cas parce que vous y étiez aussi dans la chose. En ce qui concerne notre frère Justin Bitakwira, je sais qu'il fait partie d'un lot. Il y a bato ba sanctionnaki. Na kati ya lo wana ezali bato mususu oyo bazako mériter sanction. Ah Willy Ngoma soki Willy Ngoma oya yaka kututa tolo nganaza porte-parole ya M23 etc. Il justifie les crimes qu'on commet contre notre propre population et tout ça. Bon maintenant l'Union européenne a eu la sanction wana. Bazalaka na habitude ya kosala eloko nga na contestaka mingi équidistance. Il faut frapper à gauche et frapper à droite en même temps. Peut-être bayo kaka lokola agresseur na biso aza Rwanda, un état où yaza membre ya institution ebele oyo balingi bala kisaka biso Union européenne toza contre bino Rwanda te. Donc il faut essayer de frapper même dans le camp de ceux qui se lèvent pour exprimer solidarité na bango na ba victime ya agression oyo. Na tangaki na ba justification à ba sanction ou ba pesa ki lokola ndeko Bitakwira que ye azali koloba makambo oyo eza interprété lokola coïncité haine contre ba Congolais rwandophones. Banyamulenge. Et ça, le président Tshisekedi avait dit que c'était pas correct de faire ça. Alors, si Justin avait fait ça, je comprends qu'au niveau de l'Union européenne, on est sauté sur l'occasion pour envoyer un signal d'équidistance à nos amis rwandais. Et c'est l'occasion pour moi de réitérer cette mise en garde du président
que nous n'avons pas affaire au peuple rwandais. Nous n'avons pas affaire aux rwandophones. Nous avons affaire à un régime que moi j'appelle une principauté militaire. Des gens qui ont pris le pouvoir par la force, qui s'imposent au pouvoir par la force, parce qu'il n'y a jamais eu d'élection démocratique au Rwanda depuis 1994. On a profité de cet incident déplorable qu'a été le génocide rwandais, qu'on appelle maintenant génocide des Tutsis, comme s'il n'y avait pas des Hutus qui avaient été tués, alors qu'il y a et des Tutsis et des Hutus qui ont été tués pendant le génocide, et qui s'accrochent au pouvoir depuis des années, qui, lorsqu'il organise des élections, passe avec des scores staliniens, bolcheviques, 99,9%, et qui arrête n'importe qui ose élever la voix, hein, et qui nous considère, nous, comme un mauvais exemple, parce que nous développons dans une démocratie exemplaire juste à côté de lui. Donc nous avons affaire à un régime dirigé par un homme qui doit changer, parce que l'Afrique n'a plus besoin de tels hommes, comme le président l'a dit. On n'a plus besoin de Hitler, on n'a plus besoin de Mussolini. Ici, nous avons besoin de gens qui savent jeter des passerelles entre les différentes composantes d'une communauté. Alors il ne faut pas déstabiliser cela en essayant de montrer au peuple congolais que des rwandophones, des Banyamulenge, etc., sont nos ennemis. Non, ce sont des compatriotes qu'il faut traiter comme tels. Je crois que c'est très important qu'on fasse la différence, surtout chez les intellectuels que nous sommes. Justin Bitakour est un intellectuel, un ancien ministre, un ancien parlementaire, donc il faut qu'on fasse la différence, mais je ne voudrais pas qu'on le mette sur le même pied d'égalité qu'un Willy Ngoma ou d'autres là, parce que lui, il n'a fait qu'exprimer un ras-le-bol, parce qu'il vient de là, il y a une population qui lui apporte des voix et qui risque même de ne pas aller aux élections prochainement. On comprend que ça provoque un peu de l'énervement. Ça, c'est tout à fait normal, M. Lambert Mende. Mais peut-être avec cette question, vous avez dit que les présidents, je suis tout à fait d'accord avec la mise en garde du président. Ça dit, vous voulez dire ici que vous restez dans la logique du président selon laquelle que des Banyamulenge sont de Congolais. Parler le même langage avec le président. Mais le président nous a dit qu'il faut éviter tout langage qui consisterait à montrer que nous antagonisons un groupe parmi nous sur base de considérations raciales ou ethniques. Ce qu'il a dit, éviter de s'aimer les graines de la haine ethnique. Et s'il y a des ethnies qui sont parmi nous et qui chevauchent les frontières, comme il y en a à la frontière avec l'Angola, comme il y en a à la frontière avec la Zambie, comme il y en a ici à la frontière avec le Congo-Brazzaville, il faut éviter d'indexer ces gens-là. Nous devons toujours nous considérer comme des gens appelés à vivre unis. Il n'y a que unis que nous pourrons vaincre notre principal ennemi, qui est la pauvreté et le sous-développement. Alors on va parler de l'enrôlement avant peut-être de prendre la petite pause, la première d'ailleurs. Parlons du processus électoral, M. Lambert Mende. Samedi, mardi, le samedi 24, enrôlement Ekobanda. Bandeko Denis Kadima, na libota mobimba ya seni, bapesi biso ba Congolais kaka 1 mois pour s'enrôler. Bandeko na yo ya opposition, ba critiquer période wana. Pour na bango ba moni déjà que Kadima a organisé fraude moko anticipée. D'abord, na 1 mois, vous avez presque 50 millions de personnes à peu près, bah oui, bah s'enrôler, même si on mettait 30-40 millions, mais pendant 1 mois, avec tout ce que nous avons comme difficulté, il y a des déplacements, surtout à l'intérieur du pays. Prenons du Sankourou, Grand Kassai en général. J'ai été à l'Équateur. Hein. Aujourd'hui, gouverneur dans l'Équateur, gouverneur que ceux qui ont commis 19 heures boye. La fin du monde, c'est pas la fin du monde. C'est Mbandaka. Il n'y a pas du courant là-bas, Mbandaka. Donc, même quand le président va se rendre là-bas, peut-être que dans sa maison, le président sera très à l'aise. Il verra qu'il fait beau, au moins une des alliés. Mais ce président, je pense qu'il faut beaucoup prier pour marcher en Mbandaka, parce qu'il fait très très noir. Alors il dit que dans 1 mois, on va tout terminer. Est-ce que vous pensez que ce calendrier est réaliste? Ou Sali Yango a dessein justement pour pousser les gens à boycotter ces élections et profiter d'un camp politique au Yozali? Non, d'abord, la définition de la situation n'est pas celle-là. On ne va pas faire
d'enrôlement pendant 1 mois pour toute la République démocratique du Congo. Très bien. Des coca d'Imana commissionnaire, ibisaki biso que kaboli mboka en 3 aires d'enrôlement. Très bien. Aire ya liboso nde ekobanda samedi. Oyo eza na ouest. Et ça là 1 mois. 1 mois. C'est-à-dire Kinshasa, ex-Bandundu, ex-Équateur, Grand Équateur. Mais bakosala du 24 décembre au 24 janvier. Ça c'est première ère. Pendant 1 mois, bakosala yango, ce n'est pas 50 millions de Congolais, d'électeurs congolais. C'est peut-être 50 millions divisé par 3. Ouais. Et encore. On peut avoir 15 millions à la moyenne. Ça, tout dépend du nombre de l'appareillage. Tout dépend de la machinerie. Tout dépend de l'ingénierie qui est mise en mouvement. Là où vous ne pouviez pas enrôler autant de personnes avec peut-être 10 agents d'enrôlement, si vous en mettez 20, je pense que vous gagnez le double du temps. Là où vous ne pouviez pas enrôler le nombre requis de personnes avec 50 machines, si vous en mettez 100, je pense que vous gagnez du temps. Et Denis Kadima nous a expliqué, parce qu'il nous a reçus par groupe parlementaire de ces différentes zones d'enrôlement, pour nous expliquer quels sont les moyens qu'il a déployés avec sa commission pour réussir cette gageure de enrôler pendant 1 mois dans l'aire ouest, pendant 1 mois dans l'aire centre, la zone centre, et pendant 1 mois dans l'aire est. C'est comme ça que les choses vont se réaliser. Donc, nous avons vu que l'opposition essaye de ramener cela en disant que c'est 1 mois pour tout le monde, etc. Non, c'est 1 mois par aire d'enrôlement, et il y a 3 aires d'enrôlement, et on a multiplié et le nombre de machines, on a multiplié le nombre de personnes, on a réduit les distances entre les différents bureaux d'enrôlement. Donc on a essayé de prendre les leçons des enrôlements un peu difficiles qu'on a connus au cours du cycle électoral passé. Vous pensez que ce calendrier est réaliste? Il est tout à fait réalisable. Et il est réaliste. Alors comment ça va se passer avec les Nord Kivu, par exemple, avec Trocito et continuer Tilelo, si on n'arrivait pas à résoudre la question, l'enrôlement commence, Toko m'appelle à étape Nabango. S'il s'avère que la situation n'est pas stable comme on le souhaite, est-ce que vous pensez qu'on ira aux élections sans le Nord Kivu? Mais tout d'abord, je voudrais dire qu'il a été intelligemment conçu au niveau de la Commission électorale nationale indépendante de placer le Nord Kivu en 3e ère d'enrôlement, dans l'espoir qu'entre-temps, la situation peut se stabiliser. Et nous venons d'envisager maintenant un signe de stabilisation de situation avec la montée en puissance prévisible des forces armées. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que cette agression que nous subissons de la part du Rwanda, elle ne date pas d'aujourd'hui, Israël. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Cette agression date de plus d'un quart de siècle. C'est depuis 96-97 que le Rwanda lorgne nos richesses avec ses complices à l'étranger et qu'il occupe d'une façon ou d'une autre une partie de l'espace congolais, soit par groupe armé, aujourd'hui c'est le M23, avant c'était le CNDP, etc. Et nous n'avons jamais sacrifié la nécessité d'organiser les élections à cause de cela. Pourquoi le ferions-nous maintenant? Voilà le problème. Donc, pour nos frères qui ira aux élections, parce qu'on va enrôler les Nord-Kivusiens qui sont aujourd'hui regroupés dans des centres de déplacés à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Il faudra aussi penser à organiser l'enrôlement à niveau de la Belgique, la France. C'est les 5 pays qu'on a pris comme l'Afrique du Sud, voilà, comme test pour l'élection présidentielle seulement. Je crois que les choses se feront correctement. Très bien. Allez, on va revenir. Parce que vous parlez de l'opposition, on va maintenant entrer dans un autre chapitre. On va récupérer la candidature de Moïse Katumbi Chapwe et qui quitte aussi l'Union sacrée. On va parler un peu de ça. Moïse Katumbi a regagné le Congo depuis hier, en provenance il y a Qatar. On va parler un peu de lui, de son retrait avec sa famille politique, la suite de ses ministres
au Bazana Katsa Union Sacrée. Qu'est-ce qui va arriver? J'aurais appris, mais avec beaucoup d'incertitude, parce que je n'ai pas de preuves. J'ai cherché des ministres au téléphone, à moins que vous me donniez d'autres informations importantes. Mais j'ai cherché Chéribin Okende pour avoir sa position. J'ai cherché également Mwandon Simba. Pour le moment, ça ne marche pas au téléphone. Mais on va souffler, on va prendre quelques éléments. Je reviens de Mbujimaï. Mbujimaï, on est à Chilenge. 90e anniversaire. Bossolo Télévision, 19h passées de 7 minutes, heure de Kinshasa. 1 heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo, que ce soit à Lubumbashi, Kolwezi, à Goma, 1 heure de plus, même en Mbujimaï. Alors, Tozali en direct, vous pouvez réagir à travers ce numéro affiché au bas de votre poste téléviseur. Nous avons sur ce plateau M. Lambert Mendo Malanga, député national et président national de la CCU et PCA des lignes maritimes congolaises. Il est avec nous sur ce plateau, on parle de l'actualité politique. Parlons de l'Union sacrée. Mais avant cela, vous avez suivi la vidéo 90e anniversaire d'Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, un grand homme politique, Oyo Yebaki personnellement, Oyo peut-être Okotoyaki, la carrière politique Nayo, que vous avez aussi à un certain moment, vous vous êtes opposé dans la politique. Hein. Ça arrive à un moment donné. Qu'est-ce que vous gardez d'Etienne Tshisekedi, 90e anniversaire? Au lieu de fêter en plein capital, mais on amène ça au village, à Chilenge. Je dois dire que le souvenir que je garde du président, du fondateur de l'UDPS, le Premier ministre Etienne Tshisekedi, c'est celui d'un homme politique qui nous donne une leçon de patriotisme et de persévérance dans la poursuite d'un idéal, hein, celui de démocratiser la société congolaise. C'est lui réellement qui est le père de la démocratie en République démocratique du Congo. J'ai eu à travailler sous ses ordres. C'est lui d'ailleurs qui m'a offert le premier poste de ministre dans un gouvernement de la République, le gouvernement issu de la conférence nationale souveraine. Et je voudrais saluer le geste de notre compatriote Guy Mwadiamvita d'avoir honoré cette icône de la politique congolaise et d'avoir mis en valeur nos régions que nous appelons souvent à tort l'arrière-pays. C'est quelque chose d'important. Nous croyons que Kinshasa, avec ses 10% de la population congolaise, c'est l'essentiel du Congo. Non, le Congo respire à l'intérieur. Construire de telles œuvres à Chilenge, mettre une radio à Chilenge pour ces populations qui sont dépourvues d'informations. Parfois, il y a des médias qui diffusent ici, mais qui n'arrivent pas à Chilenge. Maintenant, avec cette station qu'il a construite pour l'UDPS, il y a moyen de prendre en relais des informations et de donner l'information aux gens et de les éclairer sur les choix qu'ils doivent faire. Donc, bravo à Guy Mwadiamvita, bravo à nos amis de l'UDPS qui ont senti la nécessité de pouvoir honorer ce grand homme en honorant les populations de ce Kasaï oriental rural qu'il n'a jamais abandonné dans sa lutte. C'est quelque chose de fondamental. À un moment donné, cette histoire, cette nomenclature des pères de la démocratie a fait débat. À un certain moment, beaucoup de gens qui ne seraient pas pères de la démocratie. Aujourd'hui, vous vous donnez un avis favorable par rapport à cette nomenclature. Il y a des gens aussi qui ont contesté que Kabila ne serait pas le père de l'alternance. Est-ce que vous êtes d'avis qu'aujourd'hui, parce que nous parlons d'Etienne Tshisekedi comme père de la démocratie, Kabila, après le temps, l'histoire doit retenir qu'il est père de l'alternance? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Chacun a fait ce qu'il a pu pour son pays. Vous avez Simon Kimbangu qui a libéré les esprits des Noirs avec son fameux axiome « les Blancs deviendront Noirs et les Noirs deviendront Blancs ». C'était une formidable libération des esprits qui lui a coûté la liberté jusqu'à sa mort. Est-ce que nos jeunes intellectuels se rendent compte que Simon Kimbangu est le prisonnier qui a fait le plus de temps en prison en Afrique et peut-être au monde, puisque même Mandela n'a fait que 26 ans, mais Kimbangu en a fait 30, parce qu'il a dit que les Blancs deviendront Noirs et les Noirs deviendront Blancs. Donc il a libéré les esprits à l'époque pour démontrer que
les Blancs avaient tort de nous considérer comme le produit d'une sous-humanité. Patrice Lumumba est le père de l'indépendance, parce qu'il nous a conduits à nous libérer, ne fût-ce que de manière théorique, de cette colonisation qui nous a écrasés pendant plusieurs décennies. Et on ne peut pas nier à Étienne Tshisekedi qu'il a combattu depuis 1982 jusqu'à sa mort pour démocratiser la société congolaise. Et nous jouissons aujourd'hui des fruits du combat qu'il a mené. Et que Joseph Kabila, lorsqu'il est arrivé, il a eu, lors de ce troisième cycle électoral, l'élégance de pouvoir quitter le pouvoir et de le céder à celui qui a reçu les suffrages de la population, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se trouve par le plus grand des hasards comme le fils naturel, biologique de Étienne Tshisekedi. Donc c'est quelque chose qui va de soi. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait perdre du temps à débattre là-dessus. Beaucoup de respect à Kabila, Étienne Tshisekedi, à Mobutu. Mobutu nous a peut-être maintenus dans l'unité, mais il a aussi causé beaucoup de tort au pays. Peut-être que je suis influencé par le fait qu'il m'a envoyé en exil pendant 10 ans, mais je parle bien de Kimbangu, Lumumba, Tshisekedi et Kabila. Vous n'avez pas parlé de Musée Laurent Désiré. Musée Laurent Désiré Kabila, qui nous a libérés de Mobutu, mais qui n'a pas eu, hélas, le temps de pouvoir affirmer sa propre vision, parce qu'il a été assassiné par les ennemis de notre pays. Kabila, son fils, a bénéficié de cet honneur. C'est ça. Très bien, allez, nous sommes en direct. On va prendre maintenant la politique. Aïe, aïe, aïe. Lambert Mende, je ne sais pas, l'homme est appelé à évoluer. Je ne sais pas si vous allez évoluer avec les discours par rapport à Makambo Lobaka à l'époque contre Moïse Katumbi, qui à l'époque, Moïse Katumbi a commencé d'abord à être avec le PPRD. Vous n'avez jamais été dans le PPRD. Non. Vous n'avez jamais été dans le PPRD. Il a été dans le PPRD, il a travaillé avec Kabila, vous avez travaillé avec Kabila. Vous étiez tous dans une même famille politique. À un moment donné, Moïse Katumbi, gouverneur, après avoir été député, gouverneur, et Moïse Katumbi a commencé son chemin. Il commence ses réclamations, s'est victimisé, finalement je dois partir. Troisième penalty, Moïse Katumbi est parti. Quand Moïse Katumbi part, vous êtes porte-parole du gouvernement, M. Kabila, sénateur à vie aujourd'hui, président de la République, à l'époque, la famille politique de Kabila n'a pas accompagné Katumbi. Katumbi s'est trouvé en difficulté par rapport à sa famille politique, jusqu'à ce qu'il a été forcé à aucun exil. Ça, c'est sa famille politique. Oh, yozala qui n'a rien à Botindi Ekuna, Boukrele Makambo Stupi, vous mettre en difficulté, il était obligé de partir, forcé, tout en étant malade. Je suis en train de rappeler ce que lui-même a dit. Je ne crée pas de choses. Il était malade, il y a cette affaire de Stupi, il est parti finalement en exil. Moïse Katumbi cherche à revenir au pays, difficile, même pour déposer sa candidature, ce n'était pas possible pour lui, parce que vous avez dit que Moïse Katumbi ne serait pas congolais. La famille politique, je parle de la famille, pas directement vous, la famille politique. Moïse n'est pas congolais, il ne peut pas jouir à bas droit aux congolais, notamment au Kende, qu'on votait ou soit au Kende poser candidature. Il est resté là-bas, il était avec Tshisekedi dans l'opposition, à un moment donné, Moïse Katumbi va revenir. Mais pour revenir, il faudrait que Tshisekedi donne le quitus. Tshisekedi le sauve, Moïse revient ici. Il revient, Moïse obtempère un tout petit peu avec Fayoulou, il va quitter Fayoulou. Avec l'appel de Tshisekedi, il rejoint. Beaucoup de temps, il est sous la famille politique, beaucoup mis ensemble. À côté ici, le ministre Naé. Et après évaluation, Moïse Katumbi conclut de cette manière. Population dans la souffrance, guerre est à Kassi, rien ne marche. Avenir Yamboka est mitigeux. Alors Moïse Katumbi a se porté garant. Il a libéré comme Moïse, un vrai Moïse de la Bible, la population, la misère au Yubazanango Lelo. Et deuxièmement, Moïse Katumbi se porte candidat au Bino Boboyaga en 2016, 17, 18. Lelo a zongi na forme Moussous candidat en 2023. Perdre Moïse aujourd'hui dans l'union sacrée. Ils ont affecté Bino, ça mettra Félix Tshisekedi en difficulté. Ce n'est pas de la campagne, nous sommes en train de faire une analyse par rapport à son départ, ce qui est normal.
Est-ce que vous êtes affecté par rapport à son départ? Qui est Moïse Katumbi, selon Lambert Mende? Au plan de l'analyse strictement politique, je peux dire même scientifique, commençons par le commencement. Allez-y. Vous avez parlé de Stoupi. Allez-y. Et vous dites la famille politique. Sincèrement, je n'ai pas très bien saisi la rationalité. Quel est le lien, quel est le raccordement entre Stoupi, qui est un sujet grec, je crois, et la famille politique de la majorité présidentielle de l'époque à laquelle j'ai appartenu, qui n'était constituée que de Congolais. Moïse Katumbi avait des difficultés avec la justice. La justice, ce n'est pas une famille politique. La justice, c'est des principes, c'est les droits des uns les droits des uns qui se terminent là où commencent ceux des autres. Vous prenez la propriété de quelqu'un, est-ce qu'il a oui ou non le droit d'intenter une action en justice et de chercher à obtenir réparation? Il y a un sujet grec qui a estimé que Moïse Katumbi avait violé ses droits de propriété. Alors, il a mélangé un peu les pinceaux pour faire passer cela comme des histoires politiques, alors qu'en réalité, il avait des problèmes avec la justice. Il a politisé l'affaire. Voilà. Et c'est la même pratique que nous constatons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un juge, je ne sais pas, mu par je ne sais quels intérêts, qui se met à raconter n'importe quoi sur certains collaborateurs ou certains proches du président Tshisekedi, de l'UDPS, pour dire tellement menacé, en disant que il faut nous aider à éliminer M. Katumbi, à faire en sorte de combattre un régime. Vous savez, il y a 2 Français qui ont écrit un livre de 562 pages en France pour la terminologie qu'un président français, je crois que c'est François Hollande, utilisait. Il y a des mots qu'on ne peut pas entendre dans la bouche d'un président. Et le livre s'intitule « Un président ne devrait pas dire ça ». Et moi, je dirais à ce juge, je crois que c'était le président du tribunal de commerce de Lubumbashi, un juge ne devrait pas dire ça, parler de régime. Le juge n'est pas là pour servir un régime. Le juge sert la loi. Et si M. Katumbi a des problèmes avec quelqu'un et que la loi nécessite que Katumbi ait raison, mais donnez-lui la raison. Et si la loi nécessite que Katumbi n'ait pas raison, n'allez pas chercher à politiser. Oh, on veut empêcher M. Katumbi de combattre le régime. Ce sont des termes qu'on ne s'attend pas à trouver dans le parler d'un juge, un magistrat. Et il faut que le Conseil supérieur de la magistrature se penche sur ce problème-là pour sanctionner ce magistrat qui s'en est pris à un avocat proche du président Tshisekedi parce que il prétend que l'avocat lui aurait demandé d'empêcher M. Katumbi de combattre le régime de M. Tshisekedi. Est-ce que c'est le rôle d'un juge de combattre un régime? Pas du tout. Le juge est là en équilibre. Même si le régime a tort, il va condamner. L'État est condamné souvent. C'est le régime qui est condamné. Donc il y a beaucoup de choses. Mais pour revenir à notre ami Moïse Katumbi, c'est un cas extrême de transhumance politique. Transhumance politique. Vous l'avez dit vous-même, c'est un cas extrême d'habitude, de corruptibilité. Je ne sais pas avec ça comment on peut construire une vision qui peut mener notre pays vers le développement. Tous ces juges qu'on achète pour leur faire dire n'importe quoi, et puis après, on va avec eux en exil en Europe et on leur offre un exil doré et tout ça. C'est de la corruption. Ça a un nom en français. C'est un cas aussi d'extraversion de la politique. Il y a quelqu'un qui va dans un camp de concentration où les nazis allemands ont génocidé des juifs pour dire oui, on m'en veut au Congo parce que je suis votre frère juif. Mais enfin, qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? Qu'est-ce que les Congolais ont comme responsabilité là-bas? Qu'est-ce que ça a à voir? On m'en veut au Congo parce que je suis votre frère juif. Tout cela. Une politique de victimisation. Oui, auto-victimisation. Jamais trahi le Congo,
unissez et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.